Alors, pour un petit rappel, comme j'aime bien le faire à chaque rubrique suivante, l'éphéméride est une rubrique où nous parlons, nous racontons des événements historiques qui se sont déroulés le jour, c'est-à-dire aujourd'hui le 9 septembre, nous allons parler de tous les, bon, pas tous les événements bien sûr, mais nous allons parler des événements importants qui se sont déroulés ce jour. Alors nous vous proposons 4 événements. Alors le premier événement s'est produit en 1543 qui dit ceci: âgée seulement de 6 jours, Marie Stuart est couronnée reine d'Écosse. Âgée seulement de 6 jours, Marie Stuart est couronnée reine d'Écosse. Alors, qui est Marie Stuart? Alors, Marie Stuart était couronnée, pour sa petite histoire, était couronnée seulement à 6 jours, est devenue reine de France à l'âge de 17 ans, est devenue veuve à 18 ans, emprisonnée à 25 ans et décapitée à 44 ans. Elle est fille de Jacques V ainsi que de Marie de Guise et petite fille d'Henri VII d'Angleterre. Alors, elle est née entre le 7 et le 8 décembre 1542, vu que la date n'est pas vraiment précise à l'époque, et elle est morte le 24 juillet 1587. Alors, Marie Stuart a été couronnée 6 jours, pour la petite histoire bien sûr, pour comprendre qui est Marie Stuart. Marie Stuart, dès sa naissance, à seulement 6 jours, son père décède du choléra bien sûr, et elle a été couronnée reine d'Écosse. Et après quelques années, lorsqu'elle a atteint 17 ans, elle s'est mariée à François II, le roi de la France. Et elle partit en France, bien sûr, avec son époux. Et allant en France, quelque temps après, son mari décéda. Et elle était donc obligée de rentrer en Écosse. Et vous savez qu'en elle seule, elle pouvait réunir 3 couronnes. À elle seule, elle pouvait réunir 3 couronnes. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà reine d'Écosse, qui était une couronne. Elle était la petite fille d'Henri VII, qui était le roi d'Angleterre. Donc, elle détenait aussi la couronne d'Angleterre. Mais aussi, je commence à raconter les histoires, on dirait ma présentatrice. En tout cas, je la savais de là où elle est. Et aussi, elle détenait la couronne de la France, vu qu'elle était mariée à François XI, qui était le roi, à François II, qui était le roi de la France. Mais après être rentrée à l'Écosse, elle s'est remariée avec un de ses cousins. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est marié entre cousins, cousines. Bon, c'était pas un problème, donc bon, c'était pas scandaleux. Donc, elle épousa un de ses cousins qui s'appelait Lord Dudley, c'est en anglais. En tout cas, j'ai une anglophone, elle va me corriger elle va me corriger de temps en temps, comprenez-moi, mais son nom aussi était Henry Stuart. Vu que c'était son cousin, vous pouvez vous demander pourquoi il porte le nom de Stuart alors que sa femme aussi c'est Stuart, c'est juste qu'ils étaient cousins. Alors, après quelque temps, son mari décéda encore. Donc, il faut savoir que l'histoire de Marie Stuart est connue. Elle est connue par sa vie qui était tragique et parsemée d'embûches. Et déjà, à 17 ans, elle était déjà mariée, 18 ans, elle était veuve, à 25 ans, elle était déjà emprisonnée et tout ça. Mais après la mort de son deuxième époux, qui était son cousin, elle a été soupçonnée d'être complice avec son amant. Donc, elle était mariée, mais elle avait quelqu'un d'autre. Ok. Elle était mariée, mais elle avait quelqu'un d'autre. Il faut faire beaucoup attention à nos chères dames. Et elle était soupçonnée d'être celle qui a causé la mort de son mari avec son amant. Mais bizarrement, son amant a été acquitté, mais pas elle. Elle a été emprisonnée. Mais après quelque temps, elle s'est évadée. Et avec l'appui de sa cousine Élisabeth Ier d'Angleterre, elle s'enfuit de la prison. Mais Élisabeth Ier, bien sûr, la perceva comme une menace. Pourquoi? Parce que elle a été, selon les catholiques, elle était considérée comme l'héritière légitime de la couronne anglaise. Et donc, l'apercevant comme une menace, l'emprisonna dès son arrivée en Angleterre. Et après quelque temps, elle était exécutée en Angleterre sous l'ordre de la reine Élisabeth Ier. Alors voilà la petite histoire, résumée de la petite histoire de Marie Stuart, qui est même un film. Hollywood a eu à faire un film sur la personne de Marie Stuart. Alors voilà la petite histoire de Marie Stuart. Mesdames, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à tous ces
toutes ces tragédies qui se sont déroulées dans la vie de Marie Stuart. Entre se marier tôt, être veuve tôt, avoir un amant alors qu'on est marié, et après avoir de la jalousie envers sa cousine parce qu'elle elle est promise pour être reine. Quelles leçons pouvez-vous tirer par rapport à son histoire? Honnêtement, son histoire est très tragique, c'est vraiment une tragédie. Et je ne vois pas de leçon morale positive à sortir de là. Mais bon, on va quand même essayer. Il y a une personne qui m'a dit, et je l'ai appris le samedi, la personne dit que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose qui peut arriver, il y a toujours une leçon morale à tirer. Ok. Déjà, la première chose que je trouve assez... C'est un peu ambigu, si je peux dire. Ambigu, peu importe. C'est le fait qu'elle soit couronnée à 9 mois. Pourquoi? C'est trop. À 6 jours. À 6 jours. À 6 jours, pas 9 mois. Oui, c'est pas 9 mois. C'est trop précoce. Il était encore un nouveau-né. C'est trop précoce. Et qui tenait le royaume? Vous allez dire qu'un bébé de 6 jours tenait un royaume, c'est juste pas possible. Étant son père étant vivant, bien sûr, il avait des conseillers. Et en attendant que l'enfant puisse grandir, bien sûr, c'est les conseillers qui maintenaient le royaume en paix, si on peut le dire comme ça. Donc, c'était des conseillers. Jusqu'à ce qu'à atteindre l'âge adulte, bien sûr, à atteindre l'âge adulte, qu'elle pourra entrer dans ses fonctions. Alors, c'était un peu ça. 6 jours, c'est précoce. C'est vraiment précoce. Et je pense que ça a créé un bouleversement au niveau de sa croissance normale, comme tout enfant aurait pu avoir. Et je pense qu'elle ne l'a pas vraiment eu. Et que se marier à 17 ans, je ne sais pas, je trouve ça vraiment bizarre, c'est trop précoce. Non, à l'époque, c'était vraiment considéré. Mais même en Afrique, l'âge a été réduit. Du genre, dans le sens où une jeune fille peut se marier à partir de 18 ans. Dans l'époque, c'était tout à fait normal. La source de tous les problèmes, carrément. Voilà. La source de tous les problèmes. Quel problème? Non, mais imaginez qu'elle se soit mariée à partir de 22 ans, 23 ans, 24 ans et qu'elle ait perdu son mari. Ça doit être quand même normal, mais elle est déjà mineure, elle perd son mari. Moi, je trouve que tout ça, ça l'a bouleversé. Ici, nous sommes en 2000. Ici, nous sommes en 2000. Donc, ici, nous sommes en 2000. Là-bas, à l'époque, c'était à 1500. Parce que même en Afrique, ici, il y a nos grands-parents, nos aïeux et autres qui s'est mariés à 12 ans, à 11 ans. Nos grands-mères, nos grands-pères qui s'est mariés dès qu'il était, permettez-moi, passez-moi l'expression virile, en quelque sorte. On l'envoyait déjà pour se marier, il devait être fort, il devait faire le chant, il devait faire la chanson. Dès qu'il était capable de faire ça, on l'envoyait se marier. Mais qu'en était-il des mariages en fait? Est-ce qu'ils étaient vraiment heureux? Est-ce qu'ils vivaient vraiment bien? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Elle a grandi loin de ses parents, et l'affection parentale de la famille, elle n'a pas vraiment eu... Alors, par rapport à son histoire, que conseillerez-vous? Moi, je conseillerais en tout cas... Parce que, en fait, la chose qui vous a tiqué, c'est le mariage. Le mariage aussi et le couronnement précoce. Le couronnement précoce, mais il y a aussi le fait que sa cousine, d'être jalouse de sa cousine. Tout ça là, je pense que tout ça c'est juste la faute parce qu'elle n'a pas vraiment eu l'enfance qu'elle devait avoir. Si les parents avaient éduqué de façon à ce qu'il y ait l'unité et l'amour entre frères et sœurs, il n'y aurait jamais eu de jalousie. Parce que l'autre a tué, elle a été décapitée sous l'ordre de sa cousine. Oui. Pourquoi? Comment? Tout ça, tout ça, ça remonte d'abord aux parents, l'éducation, le mariage, tout ça, ça fait ça. Mais il faut avoir l'amour entre frères et sœurs. Oui. Il y ait l'amour, ne vous jalousez pas. Et quand tu sens que quelqu'un est une menace pour toi, essaye d'avoir plus d'informations, essaye d'envoyer quelqu'un se rapprocher de la personne, en savoir plus. Parce que peut-être que ta perspective est fausse, tu te trompes. Exactement. Donc, il faut avoir l'amour. Moi, c'est ce que je vous conseillerais d'avoir. Je ne sais pas quelles leçons tirer de ça, mais vraiment, il faut aussi être stratégique et rusé et intelligent. Je crois intelligence stratégique. Oui, elle manquait carrément d'intelligence et de stratégie. Oh, quel choc. Sans vouloir vexer. En fait, elle est déjà morte, donc je ne sais pas si elle est vers les gens qui peut-être l'aiment. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le coin du monde qui aime cette fille, je sais. Mais bon. Alors que Reine, tu me dis? Oui, de mon côté, je pense que Marie Stuart n'a pas été... de mon côté, je pense que Marie Stuart n'a pas été formée comme il le faut. Déjà, elle n'a pas mené l'enfance
l'adolescence, comme toute autre jeune fille. Elle n'a pas également eu une éducation sexuelle. Sûrement, elle a appris au moment du mariage. Donc elle a tout appris d'un coup. Donc elle était devant un fait accompli, comme on le dit. Donc elle était devant un fait accompli. Donc même si Rachel ne voulait pas, elle ne savait pas quelle leçon morale en tirer, mais bien sûr il y a toujours une leçon morale à en tirer dans chaque situation. Alors déjà ça, c'est déjà une leçon morale pour vous dire que dans chaque situation, qu'elle soit mauvaise ou bonne, il y a toujours une leçon morale à tirer. Alors par rapport à l'histoire de Marie Stuart, si je pars par les dires de Rachel, les parents prenaient le temps d'éduquer vos enfants, de prendre le temps d'être avec vos enfants, parce qu'il y a deux fois le manque de cette affection. Il y a bien sûr malheureusement de ceux qui ont perdu leurs parents très tôt, mais il y a de ceux dont les parents sont en vie, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. Chacun travaille, chacun sort. Voilà, ça aussi, ce manque, on peut être père, on peut être... Père, comme on le dit, souvent, il y a une différence entre être papa et être père, être maman, être une mère. Alors, il ne faut pas être que géniteur, mais il faut être aussi papa. Il faut être parent, il faut être maman. Donc, soyez là pour vos enfants. Donnez-leur l'affection qu'il faut pour qu'ils grandissent mieux. Et aussi avoir de l'amour, donc avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur, avoir de l'amour pour son prochain. Si vous apercevez une personne comme une menace pour vous, essayez d'approcher la personne, essayez de parler, de discuter et être intelligente. Stratégie rusée, s'il vous plaît. La ruse, c'est pas la représentation du diable. Oui, mais dans certains cas, on en a besoin, on doit avouer. Dans certains cas, on en a besoin quand même, sans la ruse. Cette intelligence, elle est dangereuse. Tu sais ça, l'intelligence, elle est vraiment... Il faut bien l'utiliser. Donc, bien utiliser en tout cas l'intelligence. Donc, il faut être intelligent et rusé, aussi stratégique par rapport à d'autres personnes, parce que c'est pas tout le monde qui nous entoure qui nous aime. C'est ça. Ça, il faut savoir. C'est pas tout le monde qui nous entoure qui nous aime. Alors, c'était la petite histoire de Marie Stuart et de sa vie un peu tragique, parsemée d'embûches. Alors, nous allons passer à notre événement suivant, qui est notre événement suivant. J'avais proposé 4 événements aujourd'hui. Alors, notre événement suivant est intitulé 1997, Michel Crépeau et Denis Leroy lancent la première journée sans voiture à La Rochelle, qui est une des villes de la France. Cette opération s'étendra ensuite à d'autres villes françaises. Alors, la première journée, bien sûr, la petite histoire. La première journée sans voiture de l'histoire de l'Europe apparaît le dimanche 27 septembre 1987. En octobre 1994, 3 villes européennes décident de s'impliquer dans sa pérennisation. Nous avons Reykjavik, qui est une ville en Islande, Bath au Royaume-Uni, et La Rochelle en France. Alors, c'est le mardi 9 septembre 1997 que La Rochelle s'essaye à sa première journée sans voiture dans le centre-ville ancien, lesquelles 30 000 voitures à moteur thermique qui passent par là tous les jours sont invitées à rester aux portes. Alors, l'idée vient du journaliste Paul Nathan pour une magazine sur la pollution. Michel Crépeau, qui était l'ancien député maire de la ville, dont l'ADN est très écolo, donc écologique, l'étude un peu de l'environnement, de la nature, et a tout de suite relevé le défi. Voilà la petite histoire de la journée. Bon, aujourd'hui, le 9 septembre représente la journée sans voiture. C'est-à-dire les gens se promènent, se baladent soit à pied, soit à vélo. Alors, il y avait une petite idée qui m'est traversée la tête. Et si on instaurait cette journée en RDC? C'est ce que j'allais dire. En tout cas, tu lis dans mes pensées, on est connectés. Les deux, il y a une connexion. Franchement, on en a besoin. Au Congo, on en a besoin. Mais sauf que il y a certaines personnes qui ont du mal à marcher et surtout à pédaler à vélo, vu nos routes un peu désastreuses. Ça serait un peu compliqué. Mais ça ne contribue pas en fait, c'est pour ton bien. C'est pour le bien de tout le monde, moi je te dis. En fait, la journée sans... Je peux déjà... Oui, pas de problème. La journée sans voiture, c'est vraiment très bonne initiative. Déjà pour la pollution, pour l'air.
ça va moins polluer l'air. Comme avec Et Kinshasa, c'est- oui, c'est il y a terrible. déjà, il fait très chaud, on détruit la couche d'ozone, le soleil nous frappe, l'air, je sais même Eh plus là sortir là l'air. là là. En tout cas, c'est mon chagrin qui parle. Faut me laisser parler. Franchement, tout ça, moi, ça m'énerve. On en a besoin au moins, je sais pas, une semaine sans ça. Ça va nous aider à avoir Une semaine. Une semaine. On Mais a est-ce besoin que d'une semaine. as-tu pensé à ces pauvres chauffeurs? Bon, ok. Une journée sans voiture, ce sera vraiment très très bien. Et aussi, il y a l'aspect embouteillage. Quand il n'y aura pas de voiture, crois-moi, les routes, tu arriveras très tôt partout où tu iras. Parce que tout le monde sera à vélo. Non, pas nécessairement. Pour ceux qui habitent loin, ils auront du mal de faire de longues distances. Peut-être ceux qui À vélo habitent ou à pied? Même les deux. Même les deux. Ceux, Ok. ceux qui habitent vers le télé et qui doivent travailler jusqu'en ville, ils auront du mal. Peut-être ça peut leur prendre 3 heures de temps de route. D'accord. C'est quand même une bonne idée et en même temps une mauvaise. Par rapport à ce qu'elle dit, j'aimerais quand même savoir si dans l'histoire on a précisé, parlons des voitures, on parlait des voitures personnelles ou aussi les bus. Non, Parce que les les voitures. bus Les tout, publics, en fait. Non, sans voiture. Donc, Sans voiture. Sans voiture, sans bus. non sans mais rien. une journée C'était ça soit suffit. à vélo, Une journée ça soit suffit. à pied. Donc, cela un peu contribuer à la santé, non? Oui, ça va Déjà déjà si que- tu feras du sport, tu marcheras. Et ça va réduire les embouteillages, les gens seront moins Il y aura quand même des stressés. embouteillages des personnes. Ah non, je crois pas. Et Avec c'est là, toutes les routes. cela même évitera les maladies reliées à la pollution de Oui, l'air, du sol exactement. et autres. Les quoi. accidents. Les accidents, Il y en aura pas. exactement. Et peut-être C'est aussi très avantageux. le ministre de l'Environnement pourra aussi en profiter pour arranger les routes. Oui, étant donné qu'il n'y aura pas de... Oui, oui. il y aura Donc pas de circulation. l'écologie, il faut aimer l'environnement en quelque parce qu'on a épinglé en tout cas. Michel était vraiment, il avait l'ADN de l'écologie, c'est-à-dire vraiment la propreté, son environnement en fait c'est ce qui comptait pour lui. Donc la propreté de l'environnement comptait pour lui parce que il y a tant de maladies reliées C'est ça. à un environnement sale, malsain, comme nous le remarquons, il y a un peu de maladies par-ci Même par-là. le fait de respirer des mauvaises odeurs, ça peut détruire l'intérieur de toi en fait. Exactement. En tout cas, c'était vraiment une très très bonne initiative qu'on peut même appliquer à On doit Kinshasa. proposer ça. C'est vrai. Il doit voir cette émission. C'est un défi, mais qui peut être relevé avec une bonne mentalité. Beaucoup de exactement, volonté avec aussi. la volonté, avec une bonne volonté. C'est pas facile, mais c'est réalisable. Bon, il faut toujours commencer par un bon début, non? Oui, un bon début. Un bon début, ça Tous les ans, travaille. une journée sans voiture, c'est rien. Journée sans voiture, on verra que les gens, peut on va vraiment respirer comme Rachel a dit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air, je respire pas. Mais tu respires quoi, présentement? Non, je respire, mais je ne sens pas l'air. Je ne sais pas si ça vous arrive. Je ne sens Ouais, pas ça, l'air. ça, ça. Je ne sens pas l'air. Il fait trop chaud. Tout est pollué, tout est détruit. Donc vraiment, on en a besoin. On en a besoin, en tout cas. Mais s'il vous plaît, on en a besoin. Essayez. Donc, Essayons, en oui, tout cas. franchement, un conseil aussi, si tu ne travailles pas très loin ou tu n'étudies pas loin, parce que les élèves, j'ai aussi remarqué ça. Les élèves, tu es à l'avenue d'après l'école, mais tu viens en voiture. Pourquoi? Non, ce Donc, sont- pourquoi? Ce sont les mauvaises habitudes des parents. Ils pensent que l'enfant est encore mineur, on doit encore l'accompagner, Faire le suivre. Mais c'est là la aussi. minute là, de l'école. Mais on peut accompagner à pied aussi. Oui, On peut quand la accompagner distance à elle pied. n'est pas très longue, profites-en, marche, c'est bénéfique pour ta santé. Alors, c'était ça la journée sans voiture. Alors, ça serait une bonne chose d'appliquer cela aussi dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, avec ces embouteillages, avec cette chaleur, avec cette pollution. Ça serait vraiment très, très bénéfique pour la population. Alors, nous allons passer à l'événement suivant qui est intitulé 2001, assassinat d'Ahmed Massou, chef de l'opposition armée d'Afghan. Alors, Ahmed Massou, fréquemment appelé le commandant Massou, né le 2 septembre 1953 à Bazarak, en Afghanistan, est mort assassiné lors d'un attentat suicide le 9 septembre 2001. Alors, à Darak, toujours en Afghanistan, est le commandant du Front uni islamique et Nation pour le salut d'Afghanistan, parti pour lequel il est ministre de la Défense de l'État islamique d'Afghanistan. Mais aussi, alors qu'il n'a eu de cesse à prévenir les Occidentaux de la menace internationale, notamment constituée par la présence d'Oussama Ben Laden, encore ce nom, et d'Al-Qaïda sur le sol afghan, son assassinat
par cette organisation survient 2 jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Donc, le 11 septembre sont les 4 attentats suicides islamiques perpétrés aux États-Unis, bien sûr, pour un petit rappel à nos chers téléspectateurs, qui a conduit à 2977 morts aux États-Unis. Alors, il a été, sa réputation de chef militaire et notamment son surnom, le lion des Panchir, car il a eu à protéger et aussi, il a eu à protéger la vallée de Panchir contre les gens des talibans, ainsi que des militaires étrangers, notamment des soviétiques. Alors, c'était vraiment un grand militaire qui a marqué son pays, le nom d'Ahmed Massoud, qui est vraiment reconnu comme un militaire persévérant, qui avait une résilience, un peu comme Nelson Mandela, bien sûr. En tout cas, c'est très, très important ce mot, la résilience. Savoir tenir malgré les situations, savoir tenir bon. Peu importe les situations qui peuvent arriver, mais tu es ferme dans ce que tu sais qui est bon, tu es ferme avec tes convictions. C'est quand même une très bonne chose, marquer les gens. Marquer les gens, protéger ce qui est soi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Même si j'ai un peu répondu à une partie. Ouais. J'ai répondu à une grosse partie. Bon, ce que j'aimerais dire, déjà l'armée congolaise, les militaires d'ici ne peuvent pas avoir cette résilience. Déjà, on ne la considère pas. Et leur formation n'est pas adéquate. C'est tout à fait presque impossible qu'ils puissent adopter la résilience. Parce que c'est dit que non, je ne me suis fait pas bien payer, je n'ai pas été bien formée, on ne me respecte pas, je ne suis pas digne d'être un militaire congolais. Et ça sera vraiment impossible que je me donne à fond dans... Ok, excuse-moi. Non, tu veux parler, il n'y a pas de problème. J'ai quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle a dit. C'est vrai tout ce que tu as dit, mais j'aimerais aussi préciser que la résilience, c'est un état d'esprit. Okay? On n'est pas résilient pour avoir un intérêt après, genre un intérêt comme de l'argent ou je sais pas, matériel. La paye. Oui. La résilience par rapport aux militaires, tout ça, ça doit être pour ta patrie. Si tu es un patriote, tu dois être résilient pour ton pays d'abord. L'amour du pays, l'amour de la nation. L'amour de la nation. C'est pas que j'arrive pas à être patriote, j'arrive pas à être résilient parce que mes pays pas bien ça là. C'est pas raison, c'est pas excuse. Non, faut pas donner ça. Franchement, c'est pas une raison. Moi, en tout cas, je tolère pas ça. Mais c'est vrai. Beaucoup de Congolais veulent pas se donner à fond, veulent pas, je sais pas, protéger leur pays parce qu'ils sont pas bien payés. Mais c'est ton pays que tu aimes. Si tu étais allé là-bas pour servir pour de l'argent, faut nous dire. Il ne faut pas monter, mais oui, les militaires, on les pose. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour pour la patrie. Si tu aimes ta patrie, tu feras quelque chose sans penser à la rémunération. Est-ce que Nelson Mandela, on a entendu quelque part, il faisait ça pour être payé ou pour truc? Non, c'était pour l'intérêt de tout le monde. Mais toi, tu penses à ton intérêt, d'abord l'argent qu'on va me donner, les salaires qu'on va me donner. Mais non, c'est pas Nelson Mandela, en tout cas, il était vraiment... Non, Nelson Mandela et celui-ci et les militaires sont totalement différents. Celui-ci, le militaire, l'État ou les présidents considèrent l'armée. Parce qu'à chaque fois qu'il y a guerre, le président part auprès des militaires pour leur donner des discours, des motivations, pour qu'ils aient la force. Et déjà, dans leur esprit, ils se disent que non, je pars à la guerre pour mon pays, pour qu'il y ait la paix. Bien sûr. C'est vrai que Nelson Mandela et les militaires, c'est différent. C'est différent, mais c'est juste par rapport ce sont à la des personnes. au fait. Ils restent citoyens. Au-dessus de toute fonction, au-dessus de tout statut qu'ils peuvent avoir, ils restent des personnes, des citoyens de la République. Et en tant que citoyens, nous devons porter, en fait, avoir de l'amour du pays, de la nation. Donc, on reste quand même sur ce cadre, sur le respect. Étant citoyen de la nation, il faut obligatoirement, c'est un devoir. Comme nous l'avons si bien étudié dans SM, éducation civique et civisme. Peut-être on a eu un civisme, donc nous devons avoir cet amour-là. En tant que situation, c'est un devoir d'avoir l'amour de la patrie. Donc, enlever d'abord ce côté matériel. Oui. Enlever d'abord ce côté matériel pour de l'argent, parce que si tout le monde commence à se dire, en tout cas, les pays risquent de... Exactement. Voilà. Alors, c'était l'avant-dernier événement. Alors, sans plus tarder, nous allons aller un peu plus vite. En 2020, bien sûr, en Grèce, un incendie détruit le camp de Morio sur l'île de Lesbos, dans lequel 12 000 migrants étaient enfermés.
Alors, le gouvernement grec a déclaré l'état d'urgence sur l'île de Lesbos où se situe le camp qui hébergeait 4 fois plus des migrants qui ne le prévoient pas la capacité d'accueil. Alors, d'après l'agence grecque de ANA, qui cite des sources anonymes, de multiples incendies auraient été déclenchés par ces migrants qui se sont rebellés contre les mesures d'isolation destinées à empêcher la propagation du coronavirus. Il faut rappeler que nous sommes en 2020, l'année où le coronavirus a eu à faire ravage. Le premier cas de Covid-19 aurait été détecté à Moria, la semaine dernière, et le camp a été immédiatement placé à l'isolement pour 15 jours. Alors, pour cet événement, il faut juste retenir que les réfugiés se sont rebellés parce qu'ils ne supportaient pas l'isolement. Alors que c'était à cause du coronavirus qu'ils ont été isolés, ils ont été mis en quarantaine, si on peut dire cela. Ils ont été mis en quarantaine parce qu'il y a eu des cas ils ont détecté des cas de coronavirus dans ce camp-là. Mais ils se sont rebellés et ont incendié le camp. Comment vous trouvez en fait cette situation-là? Là, on vous a hébergé, vous mettez encore le feu. En fait, c'est en fait. non mais sérieusement, moi ce genre d'affaire ça m'avait fait bailler, franchement. Tu veux dire quelque chose? Parce que déjà, ces gens vous ont donné une demeure pour quelques attentes. Et pour revendiquer, il fallait qu'ils fassent ça dans le calme, en dialogue, mais ils ont fait ça par la violence. Parce que cette décision était quand même justifiée. Il y avait des cas de coronavirus dans le camp. Donc, les autorités se sont dit que le mieux serait de les mettre en quarantaine, de les isoler pour ne pas qu'on puisse contaminer d'autres personnes. Donc, c'était vraiment une décision un peu folle. Ouais. Une décision un peu folle, c'est le mot. Bon, je pourrais aussi comprendre peut-être la manière dont l'air traité. Ils ne recevaient pas assez d'alimentation, ils ne recevaient pas assez de médicaments. Peut-être leur logement n'était pas comme il faut, mais au-delà de tout cela, ça ne justifie pas seulement de mettre en feu. En tout cas, c'était un peu ça pour la rubrique éphéméride.